Une Ukrainienne de 21 ans, poursuivant ses études de Master 2 à Paris, se trouve dans la nécessité de se financer. Elle trouve un travail dont les horaires sont compatibles avec son emploi du temps. Après avoir tenu l'accueil d'un salon de massage, dirigé par un couple marié, le mari lui propose d'évoluer professionnellement en pratiquant des massages. Il s'avère que ces prestations appellent finition. Soutenue par l'épouse, qui apaise de ses scrupules, elle se retrouve peu à peu à se prostituer, à être prostituée par le couple qui encadre strictement ses activités. Diplôme obtenu, elle s'adresse à une association et porte plainte auprès de la PRP. Le ménage protecteur est arrêté. J'appelle Valérie Moreau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, voyez-vous, j'habite dans un quartier résidentiel du 15e arrondissement de Paris, un quartier propre, familial, petit drapeau français à la fenêtre. Dans ma rue, plusieurs salons de massage aux vitres teintées, avec pour seul affichage des points de réflexologie de la voûte plantaire et des inscriptions en caractères chinois. Rien de très excitant, et on croise parfois le regard de jeunes femmes charmantes au comptoir lorsque la porte s'entrouvre. Personne ne trouve à y redire dans le quartier, puisque la discrétion est de mise. Pourtant, qui parmi vous n'a pas été effleuré par l'idée que ces massages ne seraient qu'une façade à un commerce des corps contre de l'argent? Bien évidemment, on ne le pense pas de cette manière. On hausse les épaules en continuant notre route, parfois un petit rictus en tête en imaginant les 10 massages. Il arrive que l'un de ces salons soit condamné à fermer et qu'on échange sur le siège de son coiffeur quelques mots avec gravité ou avec concupiscence, c'est selon. Je le savais. On s'en doutait bien. Pauvre fille, quand même. Et puis, oubliez le seuil franchi, délesté de quelques cheveux et du sentiment coupable. Les pauvres filles en question retombaient dans l'indifférence, puisqu'on n'est pas responsable. Pourquoi cette introduction, si ce n'est pour rappeler le décalage qu'il peut exister entre une réalité juridique de l'infraction reprochée aux époux Richard, curieux pied de nez, 70 ans après l'interdiction des maisons closes et la loi Marthe-Richard, cette infraction, punie de 10 ans d'emprisonnement et d'1,5 million d'euros d'amende, et le regard que porte la société sur ce sujet, que l'on peut traiter parfois avec un ton badin. Est-ce la banalisation du mal? Peut-être. Est-ce l'indifférence? Sans doute. Est-ce la méconnaissance du proxénétisme? J'en suis convaincu. Proxénétisme que l'on pourrait appeler de confort, où en apparence tout le monde y retrouve ses petits, entre proxénètes, qui se fait appeler par euphémisme entremetteur, prostituée éventuellement occasionnelle, et client, en quête d'un peu de chaleur humaine discrète et sans question. Or, il me revient la tâche de requérir contre ce couple pour proxénétisme aggravé. Alors, juridiquement, proxénétisme, aider, tirer profit, embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. Dans notre situation de fait, nous avons bien de la prostitution de Elena, de ses 19 ans à ses 21 ans, qui n'a pas été contestée, un élément moral, la conscience des époux de profiter de son activité, et chacun des époux l'a reconnu, et un certain nombre d'éléments matériels, des actes caractéristiques de l'organisation, du planning et des directives. Et alors, me direz-vous, une autre lecture des faits pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un couple qui vient en aide à une jeune étudiante consentante. Mais le mot « aider » est trompeur. Dans cette situation, l'aide ressemble étrangement aux aides de l'Ancien Régime, c'est-à-dire des impôts levés sur des marchandises qui se vendaient et transportaient à l'époque où la France était encore un royaume. Ces aides, et je cite un dictionnaire de l'époque, rapportaient beaucoup d'argent.
Et en 2016, force est de constater qu'elle rapporte toujours autant d'argent. Alors que les maisons closes sont interdites depuis 70 ans, Elena Timov et bien d'autres, comme ces marchandises, rapportent en moyenne 20 000 € par mois. Malheureux concours de circonstances alors, où l'on viendrait monter en épingle une situation qui a un peu débordé? Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de proxénétisme de confort ou d'assistance lorsque l'on tient un salon de massage à des fins sexuelles, mais un établissement rentable, comme un peu plus de la moitié de ces salons de ce type à Paris, c'est-à-dire près de 300, et dont certains sont des réseaux, regroupant jusqu'à une vingtaine d'établissements. C'est un véritable business dans lequel les vrais salons sont maintenant obligés d'indiquer nos sexes sur leur devanture. Parlons de la circonstance aggravante, puisqu'il est question de proxénétisme aggravé. Il y en a plusieurs en réalité, aggravés par le fait qu'ils sont deux à organiser cette activité illégale, et tous deux complices dans un système où l'un rassure et l'autre sanctionne. Mais le ministère public a fait le choix de poursuivre sur la circonstance de vulnérabilité. Être vulnérable, c'est être exposé aux blessures, aux coups, et la loi considère que cette vulnérabilité doit être apparente ou connue de son auteur. Ah oui, mais on va dire encore que le ministère public caricature. Dans la presse, on parle de ces salons de massage. On nous dit que ce sont des jeunes chinoises réduites à l'esclavagisme par une étudiante en Master 2 qui d'ailleurs saisit une association dès qu'elle a son diplôme. Où est cette vulnérabilité? La réalité de certains étudiants, y compris d'étudiants en droit, en médecine, et de la plaignante dans ce cas présent, c'est que les études coûtent cher, que se loger coûte cher, que se nourrir coûte cher, mais que seule, puisqu'étrangère, c'est une proie, qui n'a aucun membre de sa famille pour appeler à l'aide. C'est la situation d'Elena Timov. Elle est en galère d'argent, et puisqu'elle se veut indépendante, elle refuse d'appeler au pays pour demander de l'aide, si tant est que quelqu'un puisse y répondre. Elle refuse l'argent sale. Elle a entendu parler d'amis qui accompagnent en soirée contre un petit billet, mais ce n'est pas vraiment l'idée qu'elle se fait d'elle. Elle refuse enfin de cautionner la prostitution, parfois même avec un peu de mépris, parce que c'est loin. Mais voilà, elle est seule, elle a faim le soir, et elle doit se loger. Alors quand elle a fait pousser la porte des différents commerces de son quartier, en bas de sa chambre de bonne et pas très loin de la fac, et que M. Richard lui a immédiatement ouvert les portes, après avoir entendu sa situation, ce dernier lui a offert de travailler à l'accueil dès le soir même, et elle s'est dit qu'elle avait enfin trouvé un peu de sécurité pour continuer sa vie. Or, vous l'aurez compris, comme l'ont compris le couple Richard, elle était vulnérable. La vulnérabilité ici, c'est le couple qui, petit à petit, insidieusement, utilise ces failles de situation personnelle, enfermant la jeune fille dans un système dont ils sont les seuls bénéficiaires. Arriver à faire croire qu'elle est seule à prendre cette décision, insuffler le venin du doute. Aie confiance, dit le serpent. Regarde l'argent que tu vas pouvoir mettre de côté, tu en as besoin. Et puis, on sera là pour te protéger, t'aider. Un jour, Lily, sa collègue qui fait des massages, avec qui elle parle de sa galère et de la chance d'avoir trouvé le couple Richard, tombe malade. Une petite infection, mais elle n'en parle pas trop. Chaque fois, Mme Richard semble la regarder comme si elle la surveillait. Rien de très grave, mais elle ne peut pas travailler. Et le couple, si gentil, lui demande de la remplacer exceptionnellement. Elle répond qu'elle ne sait pas masser. Aucun problème. Les clients viennent pour se détendre. Et puis, tu les connais, les clients. Ils sont gentils. Et si tu les caresses, ils seront encore plus gentils. Alors, exceptionnellement, Elena a dit pourquoi pas. Ça n'engageait à rien. Elle a toujours confiance, mais pas trop le choix. Et puis, Lily ne revient pas. Et le couple est plus insistant. Les caresses des clients sont un peu plus prononcées. Et ça y est, le piège est refermé. Le couple change de positionnement parce qu'elle a accepté.
Ce sont des réprimandes pour un maquillage un peu hâtif, une mise négligée, et puis vient la première gifle, parce qu'elle a douté. Alors, très vite consolée par monsieur, comme toujours, puis enfin les clients qui demandent plus. Alors, face aux menaces à peine voilées de l'abandonner et qu'elle est seule responsable de ce qui lui arrive, Elena ne sait pas à qui parler, parce que la sécurité a été remplacée par la peur et la honte. Chaque acte devient alors banal, toujours cette banalité du mal. Comme un poison très lent, les petites blessures intimes, d'abord l'amour-propre, puis la dignité, et le corps, parfois dans un autre ordre, ont fini par céder. La dépendance économique et l'isolement social ont ancré profondément dans le corps de cette jeune fille ce système. Pendant plusieurs années, Elena s'est prostituée sous les ordres du couple Richard. Cette situation peut sembler surprenante, mais le législateur, lui, a compris et il a institué récemment des parcours de sortie de la prostitution, comme on pourrait vouloir sortir d'une addiction lorsque nos défenses mentales, sociales et physiques ont été affaiblies par des années de maltraitance. L'infraction étant constituée avec la circonstance que je viens d'évoquer, je vous demanderai, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, d'entrer en voie de condamnation. Quelle sanction à de tels actes? Quelle personnalité pour quelle peine? Une seule citation. Cet homme et cette femme s'étaient ruse et rage mariés ensemble, attelage hideux et horrible. Vous aurez peut-être reconnu la plume de Victor Hugo, qui a dépeint le couple des Thénardier il y a 150 ans, et qui malheureusement s'applique aujourd'hui au couple Richard. Ruse, car ils ont joué tous les deux un rôle complémentaire pour assurer leur établissement. Rage, car ils ne sont jamais souciés du fait que la marchandise était un être humain. Hideux et horrible, parce que le corps d'Elena lui rappellera chaque caresse, chaque baiser, chaque sexe qu'elle aura dû saisir durant ces années pour satisfaire la cupidité du couple. Qu'a-t-on entendu de leur part au cours du procès? Madame Richard évoque son passé émaillé lui aussi de violences infligées par des amants, puis son mari, et que peut-être elle aussi s'est retrouvée dans un système dont elle n'arrivait pas à sortir, quitte à devenir Thénardier après avoir été Cosette. Monsieur Richard, lui, toujours penaud, mais avec le sourire en coin, dès qu'on évoque Elena, n'a rien à se reprocher, soutient avec une mauvaise foi évidente qu'on ne peut pas lui donner ce titre de proxénète comme un titre de gloire, parce que son salon n'employait que 2 filles, et qu'il n'est pas à la tête d'un réseau criminel. C'est donc qu'il n'a rien compris. Ainsi, quelques regrets marmonnés par les deux, toujours cette ancienne, que la faute repose sur l'autre, et jamais, non jamais, la conscience que l'on a pu, à un moment de sa vie, incarner le mal. C'est pourquoi, au regard de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus, seule une peine d'emprisonnement, qui, elle, ne doit pas être banale, apparaît opportune. Je requiers donc, à l'encontre de M. Richard et de Mme Richard, 5 années d'emprisonnement et 200 000 € d'amende chacun.